Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je voudrais remercier évidemment la mairie de Saint-Dié et puis Julie et Kaël Détriche et Rémi Desmoulières qui ont contacté leur vieux professeur. Et puis donc Madame Etienne, Madame Lamaze et Madame Caps et puis le technicien, dont je ne connais pas le nom. Donc merci d'être venus. Alors je vais vous parler de la satire dans la littérature indonésienne. Voilà. Mohtar Lubis, donc, était un écrivain et romancier indonésien, proche du Parti socialiste indonésien de Sultan Syahrir, et il fut l'une des principales figures d'opposition à la démocratie dirigée du président Sukarno, ce qui lui valut d'être incarcéré pendant une dizaine d'années entre 1956 et 1966, incarcéré ou en détention, ou en résidence surveillée, pardon. Alors, son opposition à Sukarno est liée à deux motifs. Le premier motif, c'est qu'il était favorable, Mohtar Lubis était favorable à la démocratie parlementaire, il était pro-américain et il était hostile au régime communiste, promouvant la dictature du prolétariat, ceci depuis qu'il avait couvert en tant que journaliste la guerre de Corée. Sukarno, en revanche, avait collaboré, selon les termes officiels, avec les fascistes japonais entre 1942 et 1945. Et à partir de 1959, il s'était rapproché du bloc de l'Est pour mettre en place un régime autoritaire. Et il gouvernait dans un régime d'union nationale impliquant les communistes et l'islam traditionnaliste, mais il avait exclu deux partis politiques très présents à Sumatra, le parti socialiste indonésien et le Masyumi, le parti de l'islam réformiste, qui était très présent à Sumatra. Voilà, donc l'anticommunisme de Mohtar Lubis. L'histoire de la Corée peut nous apprendre, etc., combien un pays peut être détruit quand ses dirigeants sont influencés par l'étranger. Voilà, donc à gauche, donc, Mohtar Lubis est anticommuniste au nom de son aspiration démocratique, de son attachement à la démocratie parlementaire. En revanche, ah oui, j'ai fait des effets spéciaux. Bon. Et je me suis mis de côté, c'est pas pour vous faire admirer mon nez aquilin, mais c'est pour qu'on voit mieux l'écran. En fait. Voilà, donc on voit Sumatra à gauche, qui est vraiment dominé par l'islam réformiste et par le Parti socialiste indonésien, tandis que Java est plutôt dominé par le Parti nationaliste séculier de Sukarno, mais également le Parti communiste et le Parti de l'islam traditionnaliste. Le pouvoir charismatique de Sukarno s'appuyait sur la culture indianisée du centre javanais, auquel s'opposaient les Sumatranais à l'extrémité occidentale de l'archipel. En effet, pour les Javanais, dans la tradition indianisée, le souverain doit faire régner l'ordre socio-cosmique autour de sa personne. Tandis que pour les Sumatranais, très marqués par l'islam, le roi est un être humain comme les autres, également soumis à la toute-puissance d'un Dieu transcendant et à sa loi. C'est ce qu'on trouve par exemple dans le Tajus Salatin de Bukhari de Johor,
qui s'inspire d'un texte d'Al-Razali. Alors, le Tajus Salatin, ça veut dire la couronne des rois. Loubis écrit dans son journal, Sukarno est en train de s'ériger lui-même en une espèce de dieu, en personnalité sacrée. Sukarno domine le peuple en utilisant des moyens totalement irrationnels, comme s'il était auréolé d'inspiration divine. À Bali, il est Krishna. Chaque fois qu'il y va, la pluie tombe. Quand il prononce un discours, le soleil se couche derrière les nuées. Les femmes stériles deviennent fécondes après avoir consommé les restes de son repas. Un enfant malade aurait recouvré la vue après qu'il lui eut touché la tête. Les femmes se disputent pour faire une sieste sur la couche qu'il vient de quitter afin d'obtenir des faveurs. Pahala, un mot d'origine pali, donc qui fait plutôt référence au bouddhisme. Il était en communication avec Dieu quand il a créé le Panchasila, les 5 principes fondateurs de la République d'Indonésie. Toutes les radios et la presse propagent quotidiennement ces balivernes. Bien que ce culte de la personnalité n'ait pas atteint les proportions de celui de Mao Tse-tung, qu'on relise Simon Leys, il n'en était pas moins intolérable aux yeux d'un rationaliste musulman comme Mortar Loubis. Loubis prend Sukarno pour cible dans son roman Tigre, Tigre. Cette allégorie politique raconte l'histoire d'un groupe d'hommes partis dans la jungle pour cueillir de la résine sous la direction d'un chef charismatique qui s'avère en réalité être un imposteur. Les rescapés ne pourront échapper au tigre qui les pourchasse qu'en s'émancipant de leur chef et des croyances superstitieuses qui confortent son emprise. Et évidemment, ce chef représente Sukarno. La nouvelle Whisky, parue 18 ans plus tard, insère ironiquement la petite histoire dans la grande histoire de la présidence de Sukarno. La petite histoire est celle du trafic d'un serviteur indonésien qui vivote en vendant du whisky frelaté à un expatrié américain. Cette marchandise était presque introuvable en raison de la pénurie économique de la fin de la démocratie dirigée. Cet expédient sordide, dont l'expatrié est naturellement le dindon de la farce, commence de manière grandiloquente par décrire le contexte historique de la démocratie dirigée. C'est une histoire du temps de l'ordre ancien, quand le président Sukarno exerçait encore comme président à vie, dirigeant suprême de la révolution. Je cite le texte en traduction. Grand timonier, Nelayan Agung, dit l'Indonésien, c'est sublime pêcheur, avec accent circonflexe. Mais avec accent aigu, ce serait valable aussi pour Mortar Loubis, évidemment. Et toutes sortes d'autres titres de grandeur. C'est également une histoire du temps de la démocratie dirigée et de l'économie dirigée de Sukarno. La démocratie dirigée promettait la souveraineté au peuple et l'économie dirigée lui promettait la prospérité. Mais elles furent en réalité source de souffrance et de disette. C'est une histoire du temps où Sukarno osait chanter. C'est de Blitar que je viens, qui dira que le peuple a faim. Alors, en effet, c'est une époque où Sukarno avait rejeté orgueilleusement la proposition d'aide alimentaire de l'ONU. C'est une histoire, alors je continue à citer Mortar Loubis, c'est une histoire du temps où Haji Djubir Ousmane, le porte-parole du manifeste politique ouzbek, n'eut de cesse de tromper le peuple. Alors, l'allusion à Sukarno est ici transparente, puisque Sukarno avait accompli le pèlerinage, il était donc Haji. Djubir, ça renvoie, c'est l'acronyme de Juru Bicara, porte-parole du peuple indonésien. Ousmane, c'est l'acronyme de Ouzbek, on va voir ce que c'est tout à l'heure, et Manipol, manifeste politique. Donc c'est le manifeste politique de 1959 qui intronise le régime autoritaire
de la démocratie dirigée, dont Elsa Clavé rappelait ce matin que c'est une oxymore. Alors, je continue. Voilà, donc la démocratie dirigée, c'était un régime d'union nationale avec le PKI et le Parti de l'islam traditionnaliste, c'est-à-dire des partis très présents à Java et qui avaient exclu de facto les partis très présents à Sumatra, le Parti de l'islam réformiste, Masyumi, et le Parti socialiste indonésien, alors pro-démocrate et pro-américain. Donc Ousmane fait allusion à l'acronyme du manifeste politique, Ousdek Manipol, et le manifeste politique est derrière moi. Donc, je vais vous montrer mon autre profil. Donc, Undang-Undang Dasar 45, la Constitution de 1945, le socialisme à l'indonésienne, la démocratie dirigée, l'économie dirigée et l'identité indonésienne. J'attire votre attention sur ce 5e principe qui va servir à repousser les prétendues influences étrangères, à savoir les influences occidentales de l'Occident européen, donc le PSI, et puis les influences islamiques, comme n'étant pas spécifiquement indonésiennes, c'est-à-dire à repousser les deux partis très présents à Sumatra et très favorables à la démocratie au sens propre du terme, le PSI et le Parti de l'islam réformiste. Voilà, alors fidèle à son anticommunisme de jeunesse, eh bien, Mortar Lubis va se rapprocher du régime du général Suharto, et donc il va finalement rentrer un petit peu dans l'ombre, alors qu'il a été le principal écrivain persécuté sous la période de Sukarno. Il va plutôt être un écrivain favorable au pouvoir, alors que ceux qui seront persécutés, et bien autrement persécutés, ce seront les écrivains de gauche, comme Pramudia Anantatur, qui était plutôt dominateur à l'époque de la démocratie dirigée de Sukarno. C'est bloqué. Ah oui, non, c'est un effet spécial. Alors, je fais une petite transition. Comme le rappelle son autobiographie, Sukarno portait à la naissance le nom de Sukisno. Et comme il était souvent malade, la coutume en Asie du Sud-Est, pas seulement en Indonésie, c'est de changer le nom des personnes pour agir sur leur identité, sur leur vie. Et donc on le renomme Sukarno. Karna, c'est le demi-frère des Pandawa, les 5 frères du Mahabharata. Et puis Sukarno s'identifiait surtout à l'un des Pandawa, à Arjuna. Pourquoi ? Parce qu'il se présentait lui-même comme un grand séducteur des femmes. On le voit par exemple poser en compagnie de Marilyn Monroe, entre autres, des femmes, puis il était polygame à la fin de sa vie, et des peuples, séducteur des femmes et des peuples. Alors en revanche, Suharto a pris modèle sur la personne de Somar. Somar que vous voyez à droite. Alors, comme vous voyez, Somar, en fait, dissimule sous des apparences grotesques, encore flasques, qui émet des flatulences. Sous cette apparence grotesque, il dissimule un esprit subtil et divin, un peu comme Socrate, dans notre tradition, Socrate le silène. On parlait beaucoup de la laideur de Socrate, la laideur du corps de Socrate qui dissimule la beauté de son âme. Et donc, Suharto va feindre la placidité d'un homme ordinaire, prétendant n'être qu'un fils de paysan, rigoureusement monogame, et il plaça son régime sous l'égide de Somar, en choisissant pour acte fondateur le 11 mars 1966, l'ordonnance du 11 mars 1966, qui en indonésien se dit Surat Perintah 11 Maret, et qui donne l'acronyme. Les Indonésiens adorent les acronymes. Il y avait, avant l'époque du numérique, des dictionnaires entiers d'acronymes.
Et donc ça se disait super somar. Surat, perinta, super, se blas, maret, 11 mars. Voilà, donc là, The Smiling General, c'est la biographie faite, enfin qui est une sorte d'agiographie faite par un Allemand, pardon, Röder, et puis la traduction indonésienne, donc Anak Desa, c'est l'enfant de la campagne, le gars de la campagne, enfin, si vous voulez. Donc il joue la modestie. Donc je vais passer maintenant à la satire contre le régime autoritaire du président Suharto, qui est faite par un écrivain nommé Seno Gumira Adjidharma. Alors ce dernier avait déjà publié un roman qui s'appelle Jazz Perfume dan Insiden en 1996, et dans ce roman, il fait allusion à ce que les Indonésiens appelaient à l'époque un incident, mais qui n'était autre que le massacre des sympathisants nationalistes timorais au cimetière de Santa Cruz en 1991. 200 personnes avaient été mitraillées par les militaires indonésiens. Et donc, vous voyez que cet écrivain javanais fait quand même allusion à la répression du Timor oriental. Et puis, il a écrit aussi un ouvrage intéressant, à peu près à la même époque, 1997, qui s'appelle quand le journalisme est muselé, quand la presse est muselée, la littérature doit prendre la parole. C'est une sorte de permutation des rôles. Tandis que les informations sont soumises à la censure et à la manipulation et relèvent finalement de la fiction, c'est la littérature, domaine réservé de la fiction, qui a charge de rétablir la vérité. Sous l'ordre nouveau, les actualités présentaient un chef d'État vertueux, bienveillant, alors qu'il était en réalité corrompu et brutal. Et son autobiographie officielle le montre, par exemple, dans une photo, sur une photo, pardon, en train de donner son sang. Alors qu'on sait, on le rappelait ce matin, qu'il a fait verser beaucoup de sang, peut-être 1 million de victimes, si la répression anticommuniste, antisoukarnoïste, la répression des sécessions régionalistes. Donc, 1 million de victimes, c'est un chiffre qui est loin d'être impossible, en fait. Donc, ces insurrections régionalistes, c'est Aceh, le Timor oriental et la Papouasie occidentale. La nouvelle, La mort de l'oncle Picsou, Kematian Paman Gober, rédigée en 1995, fut éditée en 1999 dans un recueil, Le diable ne meurt jamais, puis rééditée dans un recueil collectif présentant des nouvelles d'écrivains différents consacrés à la figure de Suharto. On s'inscrit ici dans la tradition des fables animalières à visée politique, depuis le Kalila Wadimna de Ibn al-Muqaffa, et puis bien sûr de George Orwell, La ferme des animaux, Animal Farm. La mort de l'oncle Picsou se présente comme une fable satirique ironisant sur la fin attendue d'un despote. La nouvelle insiste de manière récurrente sur cette attente de la population. Je cite : « La mort de l'oncle Picsou était attendue par tous les canards. Il n'y avait plus rien d'autre à faire qu'attendre cette échéance. Tous les canards attendaient sérieusement la mort de l'oncle Picsou. » Donc une telle entrée en matière suggère d'une part que l'oncle Picsou est impopulaire, d'autre part que les canards sont incapables de passer à l'action pour renverser son pouvoir. Le peuple n'a ni l'audace ni la possibilité de se révolter. Il est contraint de patienter.
d'attendre passivement la venue d'un changement dont il n'est pas l'auteur. Seule la mort naturelle du tyran pourra le délivrer de l'emprise qu'il exerce sur lui au moyen de la propagande et de la terreur, la ruse du renard et la force du lion. Oncle Picsou était vraiment puissant, sournois, et il s'enrichissait tous les jours. Contrairement à Sukarno, la corruption qu'on reproche à Suharto n'est pas une corruption sexuelle, n'est pas de l'ordre des liaisons extra-conjugales et de la polygamie, mais une corruption financière. Les adversaires du régime parlent de KKN, corruptie, corruption, colusie, collusion, vous voyez, c'est du français, hein, népotisme. Picsou Suharto exploite sans vergogne son peuple en contrôlant l'économie du pays. Dans le même temps, il maîtrise l'échiquier politique en fin tacticien et en utilisant la censure. Une presse aux ordres est soumise à la censure, conforte idéologiquement son pouvoir en frustrant ses lecteurs dans leur demande d'information. Donald rejette son journal avec frustration, car Donald rejette son journal car on ne pouvait plus y trouver d'informations. Beaucoup de journaux, mais pas de nouvelles. Beaucoup de phrases, mais pas d'informations. Beaucoup de caractères, mais pas de contenu. Les journaux étaient devenus du papier, mais ils n'étaient plus des médias. Le journal réduit à sa matérialité d'objets graphiques, imprimés sur du papier, fait en quelque sorte figure d'œuvres d'art, ne renvoyant qu'à elle-même dans un splendide isolement, au lieu de fonctionner comme un signe faisant référence à l'actualité du monde. À la réflexivité de l'œuvre d'art devrait s'opposer, sous le régime de Mallarmé de Proust, la transitivité du discours journalistique. Mais la propagande subvertit cette opposition, jouant de la pétition de principe et de l'argument d'autorité. Le discours du pouvoir ne renvoie plus qu'à lui-même, sans pouvoir être falsifié par l'expérience. Les analyses de Hannah Arendt, George Orwell ou Simon Leys sur les discours totalitaires nazis, staliniens et maoïstes peuvent s'appliquer au régime autoritaire du général Suharto. Un certain nombre d'indices textuels aisément repérables pour un lecteur indonésien manifestent que la nouvelle se rapporte à Suharto. D'abord, l'allusion à la richesse du personnage de Gober, qui contrôle l'économie au point de ne plus se rappeler les usines qu'il possède. Chaussures, alimentation, cigarettes, horlogerie. Oncle Picsou est décrit comme prenant quotidiennement des bains d'argent, sa fortune augmentant continuellement, comme si les billets n'étaient imprimés que pour s'entasser dans ses entrepôts, au lieu de circuler pour permettre au peuple de se procurer par leur valeur d'échange des marchandises destinées à satisfaire leurs besoins. À la perversion du discours autoréférentiel du pouvoir répond celle de l'accumulation capitaliste, l'argent n'y étant plus destiné qu'à produire, pour certains, davantage d'argent. Le second indice, c'est l'allusion au mode de fonctionnement du régime. Donc c'est la partie droite. Allez savoir pourquoi, il était toujours réélu. Même si les élections se déroulaient comme si elle était démocratique, il était souvent réélu. Il était si souvent réélu qu'il semblait qu'il n'y eût pas d'autre candidat que lui. Les canards étaient craintifs. Oncle Picsou était vraiment très riche et très puissant. Alors, Pierre Labrousse avait montré dans un numéro spécial d'Archipel consacré à l'ordre nouveau comment Suharto ne pouvait que l'emporter du point de vue démocratique, sous une apparence faussement démocratique. D'abord, loin d'être président à vie, comme son prédécesseur, Suharto a conféré à son régime une forme constitutionnelle, se pliant tous les 5 ans à une apparence d'adoubement parlementaire. Loin de paraître briguer le pouvoir, il affectait de répondre à l'appel pressant des représentants du peuple,
sa candidature officielle était présentée d'une salve de demandes insistantes des courtisans, le pressant de consentir à sacrifier sa personne au bien public. D'autre part, un savant calcul électoral qu'avait magistralement analysé le regretté Pierre Labrousse lui permettait de l'emporter de manière décente. Il y avait des députés nommés, des militaires qui étaient nommés en raison de leur double fonction, et d'autre part, les fonctionnaires étaient tenus de voter pour le parti au pouvoir, ce qui fait qu'ils l'emportaient dans les 55-60%. Ils ne pouvaient pas perdre, mais cela n'avait pas l'apparence d'une dictature à la Saddam Hussein ou comme en Corée du Nord. Mais le succès était naturellement acquis. Le troisième signe d'identification est l'allusion que fait la nouvelle au mausolée que Suharto, de son vivant, se fit construire à proximité des tombes royales des sultans de Java, avant même que fut mis en place à Blitar le sanctuaire destiné à Sukarno. Et le quatrième indice, c'est l'autobiographie officielle de Suharto, rédigée comme celle de son prédécesseur par personne interposée. Comme tous les mémoires parus sous l'ordre nouveau, elle se présente, selon les termes de Van Klinken, comme une success story. Le combat intérieur, donc le Picsou, était la lecture obligatoire de tous les canards avides de succès. Et donc ça fait allusion à la véritable, l'autobiographie dont parle la nouvelle, fait allusion à la véritable autobiographie du président Suharto, qui est sous-titrée « Mes pensées, mes propos et mes actes, tels que je les ai exposés à Dwipayana et Ramadan Kaha ». Le chapitre final, « Jusqu'à quand serai-je au pouvoir ?» est un calque du titre du dernier chapitre de l'autobiographie du président Suharto qui évoque la perspective de sa disparition. « Kalau ajal sudah sampai » quand viendra ma dernière heure. La nouvelle fut rédigée dans un contexte de transition ayant environné la crise monétaire de 1997 qui précipita la chute de Suharto. La presse diffusait alors des bulletins de santé du vieux président dont la vigueur déclinait parallèlement à son pouvoir. Pris comme guide de vie, l'autobiographie de son personnage principal repose sur une double imposture, celle d'une promesse d'enrichissement faite à tous les canards, se vouant à l'agriculture, alors que l'allongement de la journée de travail ne débouchait pas sur une augmentation de leur fortune, et celle d'un régime présentant des apparences constitutionnelles d'état de droit, en s'intitulant lui-même démocratie Panchasila, la démocratie des 5 principes, alors qu'il ne s'agissait au fond que d'une dictature militaire déguisée. Voilà, alors, très rapidement, parce que je crois que je dois boucler dans 5 minutes pour vous laisser le temps de poser des questions. L'autobiographie par personne interposée donc, est rédigée par Ramadan Kaha. Pourquoi lui ? Parce que la femme de Suharto avait beaucoup apprécié la biographie que Ramadan Kaha avait fait de la seconde épouse de Sukarno, seconde épouse qui était soundanaise et qui l'avait accompagnée jusqu'au port du palais et qui avait préféré divorcer. Donc elle n'a jamais été femme de président. Elle a suivi dans l'exil, dans la souffrance, mais elle n'a pas voulu l'accompagner aux portes du palais parce qu'elle n'acceptait pas la polygamie. Donc elle a préféré être divorcée ou répudiée par Sukarno. Voilà. Alors le choix de cet écrivain soundanais donc est dû au fait que l'épouse de Suharto avait beaucoup apprécié ce texte. Et comme Ramadan Kaha est soundanais, non pas javanais, il a cherché à ne pas se soumettre au désir du président. Et qu'à cela ne tienne, le président lui a répondu je vais te donner un partenaire javanais susceptible de mieux comprendre ma mentalité de javanais.
Et donc, Ramadan Kara a dû se plier à cet exercice d'écriture de l'autobiographie présidentielle. Alors, il s'agit bien d'une autobiographie, puisque, comme son précédent Suharto contrôle le contenu du texte. C'est lui qui autorise le texte, c'est lui qui est la source du texte, donc c'est lui qui a l'autorité, même si ce n'est pas lui qui prend la plume. Sukarno avait fait appel à la journaliste américaine Cindy Adams. Je conclus, et je vous donne la parole, de manière ouvertement ironique et parodique. Mortar Lubis et Seno Gumira Dharma dénoncent l'imposture des régimes autoritaires de Sukarno et de Suharto, qui leur apparaissent comme des trahisons des idéaux d'émancipation ayant inspiré le combat pour l'indépendance. Mais tandis que le Sumatranais Mortar Lubis, au nom de la rationalité économique et de la transcendance divine, dénonçait le culte rétrograde de la personnalité dont Sukarno faisait l'objet, sans doute en s'inspirant à la fois du modèle des sultans javanais et de celui de Mao Tse-tung. N'oublions pas que Sukarno était allié du Parti communiste indonésien qui s'était rapproché de Pékin. Donc il avait des modèles en matière de culte de la personnalité. Bon. Donc je vais conclure. Voilà. Seno Gumira Dharma, quant à lui, fait face à la fausse bonhomie de Suharto, se démarquant tactiquement de la grandiloquence de son prédécesseur. Il ôte son masque à l'homme de pouvoir en montrant que le sourire matois du prétendu gars de la campagne le sourire matois du général Suharto dissimulait en réalité la réalité brutale de la domination politique et de l'exploitation économique d'un pouvoir fondé sur la force, mais se drapant dans les plis de la légitimité constitutionnelle. On a souvent prétendu que l'humour, et en particulier la satire, était conservateur, sinon réactionnaire. On l'a dit par exemple d'Aristophane quand il s'attaquait à Socrate. Il me semble au contraire qu'en contribuant à briser les idoles, il fait preuve d'un iconoclasme salvateur. La satire ne suffit certes pas à elle seule à déboucher sur un renversement des dictatures et une émancipation de l'humanité. Elle prépare néanmoins les esprits en ôtant au pouvoir sa légitimité. La critique de la crédulité, suggère Marx, aboutit à ôter les fleurs qui dissimulent les chênes. L'idéologie masque l'exploitation économique et la domination politique. La satire joue également le rôle que Rudolf Bultmann impute à la démythologisation, en désacralisant le pouvoir, en démystifiant le pouvoir. La satire élargit l'horizon et elle libère la possibilité du véritable sacré que le pouvoir dissimule. Et ce véritable sacré, pour un Sumatranais musulman comme Mortar Lubis, c'est la puissance absolue de Dieu, la toute-puissance divine et la liberté humaine. Je vous remercie et je suis prêt à écouter vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Navot, pour votre intervention. Une micro-remarque, c'est que c'est bien avec Picsou, c'est peut-être le niveau de littérature que Donald Trump est capable de lire, mais lui, il s'appelle aussi comme un canard, et peut-être qu'un jour, ils vont comprendre ce qui se passe. J'avais une question sur... je ne sais pas quelle connaissance vous avez de la situation contemporaine, mais le retour potentiel à... des formes plus autoritaires en lien avec l'histoire même du président actuel.
Est-ce qu'on a toujours aujourd'hui finalement des restes, des pratiques de censure qui se maintiennent depuis l'ordre nouveau jusqu'à maintenant, et ou connaissance d'auteuristes contemporains qui ont du mal en fait à exister et à publier. Après, l'arrivée du nouveau président est récente, donc, mais est-ce qu'il y a déjà des risques de retour en arrière, puisque c'est quand même une phrase qu'on entend beaucoup depuis 2 jours? Oui, alors je pourrais vraiment pas vous répondre précisément à ce sujet parce que je me suis plutôt tourné vers le passé, c'est-à-dire vers la littérature du XVIe siècle. Je me suis plutôt tourné vers les mystiques malais. Donc je travaille moins sur la littérature contemporaine. Mais j'étais tout à fait content qu'une éditrice me demande de traduire justement Mortar Lubis parce que il est décédé depuis longtemps et son livre Tigre Tigre, enfin Harimo Harimo, date d'il y a 50 ans. Et comme vous savez, les éditeurs et les éditrices cherchent avant tout des écrivains vivants, comme Eka Korniawan, et se détournent un peu des écrivains trop anciens. Donc là, je ne pourrais pas vous répondre précisément, mais c'est vrai que dans ce qui a été dit ce matin, ça donnait beaucoup à penser, effectivement, d'un retour, ce que disait Elsa Clavé, par exemple, sur le rôle de l'armée de terre, qui paradoxalement domine une société archipélagique, alors que la marine et l'armée de l'air étaient plus favorables au régime de Sukarno qu'à celui de Suharto. Donc il y a eu en 1965 beaucoup d'épuration dans l'armée. Et là, effectivement, c'est un ancien gendre de Suharto, donc typique de l'ordre nouveau qui accède au pouvoir par des moyens de propagande aussi, puisqu'il faut quand même rappeler qu'il avait utilisé des personnages de manga, je crois. Enfin, il ne figurait pas sur les affiches, mais il y avait déjà cette imposture, enfin, de ne pas se présenter en personne sur les affiches, mais sous la forme de personnages sympathiques. Enfin, oui, il y a beaucoup de changements et c'est vrai qu'il y a des projets. Donc moi, je parle que de ce que je connais, des collègues indonésiens. Donc à l'époque de Jokowi, il y avait beaucoup de projets destinés à honorer la diversité de l'Indonésie. Donc on envoyait, c'était vraiment très très intelligent de la part du ministère de la Culture et de l'Enseignement. On envoyait les écrivains d'Aceh dans des régions protestantes ou catholiques et réciproquement pour que chacun apprenne la culture de l'autre et une connaissance plus concrète de cette diversité de l'Indonésie. Il y avait beaucoup de projets éditoriaux aussi, et tout cela maintenant est un peu en stand-by. Mais là, je vous parle par le petit bout de la lorgnette que je connais. Enfin. Mais pour revenir, enfin, je crois qu'on est un peu à la pour revenir à cette question de Picsou, et Gobber, c'est le nom néerlandais en fait de Picsou, et donc naturellement les Indonésiens ont pris ce nom, mais la nouvelle multiplie les signes d'identification ironique à la personne et au discours de Suharto, de même que la nouvelle whisky multipliait les signes d'identification ironique à la personne du Sukarno de la démocratie dirigée, qui prétendait à l'époque être président à vie, ce qui n'a duré que 5 ans. Oui. Vous avez présenté 2 auteurs qui ont été, suivant les régimes, emprisonnés, ou enfin, en tout cas, on les a pas laissés écrire vraiment ce qu'ils avaient écrit. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs dans ces périodes qui ont souffert aussi du régime et qui ont soit écrit des essais ou écrit des romans? Est-ce qu'il y a d'autres auteurs qui sont dans le même cas ces dernières
Oui, oui, il y a une multiplicité d'auteurs qui ont été opprimés pour des raisons politiques, particulièrement sous la démocratie Panchasila de Suharto. Notamment le seul auteur véritablement connu, à part peut-être Eka Kurniawan, donc qui commence à être connu, mais c'est Pramudiana Thakur, qui est le plus traduit des auteurs indonésiens, donc qui avait été incarcéré sous les trois régimes. Il a été incarcéré d'abord en tant que nationaliste indonésien par les Néerlandais, ensuite il a été incarcéré une année à l'époque de Sukarno parce qu'il avait défendu la communauté chinoise d'Indonésie à une époque, en 1960, où le chef d'état-major de l'armée avait imposé une mesure de ségrégation raciale en interdisant aux commerçants chinois d'exercer dans les petites villes ou dans les zones rurales. Et donc lui a écrit un livre en défense à la communauté chinoise, ce qui lui a valu à nouveau une année de prison, et puis il passe enfin 14 ans soit d'exil, soit de prison, sous l'ordre nouveau du général Suharto. Qui plus est, l'armée, donc il avait été tabassé par un militaire et il était resté sourd à cause de cela. Et puis on a détruit beaucoup de ses manuscrits. Donc il y a des textes qui ont été brûlés en fait. Mais du coup, il utilisait plutôt le roman, la fiction, ou non, des essais, des analyses politiques ou... Enfin, quel est le moyen que les Indonésiens finalement utilisent le plus, comme le deuxième auteur que vous avez auteur, pour pouvoir quand même exprimer des choses? Alors plutôt le roman. Alors le deuxième auteur, ce qui est étrange, comme il écrit de manière très très subtile, n'a pas été inquiété. Mais il écrit quand même plutôt à la fin du régime, à partir de 1995. Donc le régime commence à être sérieusement déclinant. Mais non, non, oui, c'est plutôt des romans, des nouvelles. Pardon, cet auteur dont vous avez parlé, là, qui a été emprisonné sous les trois régimes, c'était aussi du roman? Oui, c'est surtout un romancier. C'est Pramudia Anantatur, donc dont la fameuse tétralogie vient d'être traduite en français par Dominique Vitalios. Mais c'est un auteur qui est vraiment largement traduit. Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci de votre présence et bon festival.